Bonjour, bienvenue dans IDES, le balado de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, comme RAD, qui explore la place qu'occupent les droits économiques et sociaux dans les droits de la personne au Québec. Ce balado s'inscrit dans une série destinée à souligner le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne. Malgré le tumulte engendré par le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, qui risque, s'il était adopté, de débalancer la place qu'occupe la Charte québécoise dans notre ordre juridique, il est important de marquer le 50e anniversaire de cette charte distinctive du Québec en raison de la place qu'elle accorde aux droits économiques et sociaux. Je suis Christine Vézina, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je suis chercheur principal de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, comme RAD, qui rallie des co-chercheurs des différentes universités québécoises ainsi que de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Colombie-Britannique, des partenaires institutionnels et de la société civile. L'objectif de Comrade est de propulser les droits économiques et sociaux au Québec. À la différence de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise contient un chapitre entier qui est dédié aux droits économiques et sociaux, le chapitre 4. C'est un trait distinctif qui lui est propre et qui demeure encore aujourd'hui sous-exploité tant par les tribunaux judiciaires et administratifs que par le législateur et les autorités gouvernementales. Plus précisément, dans le balado d'aujourd'hui, nous discuterons de la mobilisation de ces droits économiques et sociaux prévus au chapitre 4 de la Charte québécoise par la société civile. À cette fin, nous avons le bonheur et le privilège de recevoir Jessica Dufresne. Jessica est docteur en droit, chargée de cours à l'Université d'Ottawa et chargée de projet sur le droit à l'alimentation au regroupement des cuisines collectives du Québec. Spécialisée en droit à l'alimentation, Jessica s'intéresse particulièrement aux enjeux d'insécurité alimentaire et à la transformation des systèmes alimentaires au Québec et au Canada. Formée en droit au Québec et en France, elle est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université d'Ottawa, d'une maîtrise en droit international de l'UQAM, d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et d'une licence en droit de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Ces travaux mettent en lumière le potentiel du droit à l'alimentation comme levier structurant pour repenser les politiques publiques et favoriser des systèmes alimentaires plus justes, durables et démocratiques. À la croisée de la recherche et de l'action, Jessica s'implique activement sur le terrain où elle contribue à faire avancer la reconnaissance du droit à l'alimentation au Québec. Elle est notamment autrice de l'ouvrage Le droit à l'alimentation en contexte canadien et a co-organisé le premier sommet national sur le droit à l'alimentation qui s'est tenu en avril dernier, en avril 2026. Bonjour Jessica. Bonjour Christine. Merci encore de t'être déplacée à Québec pour venir enregistrer ce balado. C'est vraiment très apprécié. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Alors, Jessica, j'aimerais d'abord et avant tout, pour lancer la discussion, te demander d'où vient ton intérêt pour la Charte des droits et libertés de la personne, pour les droits économiques et sociaux, et peut-être même pour le droit à l'alimentation en particulier. Mhm. Ben, c'est bien de préciser le droit à l'alimentation parce que je pense que tout part de là, en fait. C'est mon intérêt pour l'alimentation, puis l'espèce j'étais désemparée, en fait, depuis toute petite, de voir que c'est pas tout le monde qui avait un accès à des aliments sains à proximité. Donc, je pense que c'est parti de là, ma conscience des inégalités sociales. Donc, j'ai fait du bénévolat très jeune, là. Je pense notamment au club des petits déjeuners, dans les banques alimentaires. Puis, je pense que c'est ce souci-là d'équité qui m'a emmenée aussi à réfléchir aux droits qui étaient derrière ou aux droits qui n'existaient pas pour certaines personnes. Fait que je pense que ça vient vraiment de là. Puis là, j'ai étudié en droit, donc j'ai appris justement toutes les technicalités plus juridiques derrière la reconnaissance des droits fondamentaux, mais j'ai toujours eu cet intérêt-là plus prononcé pour les droits de nature socio-économique, justement par rapport à ce lien avec l'alimentation. Puis, pendant mes études, je me suis surtout concentrée sur leur ancrage international. Donc,
donc d'où ma maîtrise en droit international. Puis après, je me suis dit, ben OK, on a des outils quand même ici nationalement. Donc pourquoi on les exploite pas davantage pour reconnaître ces droits-là? Et là, j'ai compris toutes les failles qu'il y avait dans, en fait, l'espèce de dichotomie qu'on a dans les pays, surtout du Nord global, là, par rapport aux droits civils et politiques et aux droits socio-économiques. Donc, je pense que tout est parti de l'alimentation, quoi. Puis finalement, c'est ça. L'intérêt c'est élargi, mais pour revenir ultimement au fameux droit à l'alimentation, je pense que j'ai trouvé ça très intéressant de mieux comprendre ce qu'était ce droit-là, puis comment il était finalement malmené au Québec, au Canada, puis encore là dans le Nord global en général. Là, je pense qu'on a quelque chose à faire, à améliorer pour la reconnaissance des droits socio-économiques. Puis dans le cadre de ma maîtrise, j'ai exploré ce qui se faisait ailleurs. Fait que ça m'a donné encore plus envie d'explorer le potentiel de mieux les reconnaître ici au Québec. Très intéressant, de voir que, déjà toute petite, tu avais cette sensibilité. Alors peut-être que tout le reste du trajet n'était pas véritablement un choix, mais que ça s'est imposé à toi. Donc, revenons justement au droit à l'alimentation. J'aimerais ça que tu puisses nous expliquer davantage, de quoi on parle quand on parle de droit à l'alimentation. Qu'est-ce que Mhm. ça englobe? Quelles sont les obligations que ça impose? De quoi il en retourne quand on utilise, ce concept de droit à l'alimentation? Mhm. Ben déjà, le droit à l'alimentation, c'est tout simplement l'idée d'avoir un accès qui est à la fois physique et économique à une alimentation qu'on dit adéquate. Donc, une alimentation qui est saine, qui est sécuritaire, donc sans produits chimiques, par exemple, sans danger pour la santé, mais une alimentation aussi qui est culturellement appropriée. Donc, on dit adéquate autant sur le plan physique que finalement affectif, culturel, psychologique. Donc, on a le droit aussi de choisir notre alimentation. Et il y a aussi tout l'aspect de durabilité, une alimentation qui est durable, c'est-à-dire que notre manière de produire, transformer, distribuer les aliments ne nuise pas à la planète, à la biodiversité, puis aux humains aussi qui travaillent tout au long de la chaîne ou en tout cas dans le système alimentaire. Fait que c'est un peu ces composantes-là. Puis si on les décline, là, on parle les composantes d'accessibilité aux aliments, de disponibilité aussi de ces aliments-là, puis une certaine stabilité de la disponibilité dans le temps, l'adéquation, donc le caractère adéquat comme je l'ai nommé, puis la durabilité. Mais le droit à l'alimentation, du fait que c'est un droit humain, donc un droit fondamental, ça vient aussi avec toutes sortes d'impératifs, donc de principes qu'on doit mettre en œuvre. Puis dans le cadre du droit à l'alimentation, on les réunit sous l'acronyme PANTHER, donc la première lettre de la version anglophone de tous ces principes-là. Grosso modo, on parle de participation, de non-discrimination, d'empowerment ou de pouvoir d'agir, de transparence, de responsabilité des gouvernements. L'idée, c'est de redonner aussi le pouvoir aux gens sur leur alimentation, mais aussi sur les systèmes alimentaires. Fait que quand on pense au droit à l'alimentation, on parle aussi c'est totalement lié à la souveraineté alimentaire, à la justice alimentaire, donc des concepts qui vivent à redonner ce pouvoir d'agir-là aux communautés sur leur alimentation et la manière de la produire. Euh, Au niveau des responsabilités gouvernementales, je pense que c'est là que le bas blesse en ce moment au Québec puis ailleurs dans le monde, c'est que l'État s'est un peu délié de ses responsabilités de garantir le droit à l'alimentation à sa population. On renvoie beaucoup ça au milieu caritatif. Donc, on se dit les banques alimentaires vont agir pour finalement ramasser les gens là, qui passent à travers les mailles du filet social pour leur donner des aliments en dernier recours. Fait que là, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on cherche à travers le droit à l'alimentation. On demande finalement au gouvernement de respecter le droit à l'alimentation, donc de ne pas lui-même lui porter atteinte, par exemple en coupant dans le filet social. On parle aussi du second niveau, c'est de protéger le droit à l'alimentation, donc là, d'empêcher les tiers d'y porter atteinte. Dans le cadre de l'alimentation, mais ça peut vouloir dire de limiter le profit, par exemple, des grandes entreprises agroalimentaires ou du moins leur mainmise là, sur le marché actuel. Fait que je pense que c'est là où c'est intéressant de parler comme on entend parler, de réfléchir comme ce qu'on entend parler en ce moment des épiceries publiques ou du moins aux épiceries alternatives là, qui pourraient venir contrecarrer tout ça. Puis finalement, dernier niveau, mais c'est mettre en œuvre, garantir le droit à l'alimentation. Fait que là, on demande au gouvernement d'adopter des programmes, des lois, des règlements, des politiques plus concrètes là, pour venir
déployer à un autre niveau ce droit-là, donc le faciliter aussi. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est par exemple un programme d'alimentation scolaire universelle qui est grandement réclamé là, sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est réclamé, qui serait totalement aligné avec le droit à l'alimentation, donc sous l'angle de mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Fait que finalement, c'est un droit qui, selon moi, relève du gros bon sens. Là. On veut que la population ait les conditions favorables à pouvoir s'alimenter par elle-même, donc soit en produisant sa nourriture ou en ayant accès à des marchés qui respectent là, leur mission première là, de nourrir les gens et non pas de remettre de plus en plus de profit entre les mains de très peu de personnes là, au bout du système alimentaire. C'est un point qui m'apparaît très important, de mentionner, c'est que très souvent, on associe les droits économiques et sociaux au volet de l'obligation de mise en œuvre. Donc l'État doit, créer un programme et le subventionner. Et ici, je trouve que, tu mets bien en lumière toute l'importance associée à l'obligation de protéger, l'obligation de protection qui s'impose à l'État et qui exige de la part de l'État de réguler, l'intervention des tiers, réguler les marchés. Et donc, on n'est pas ici du tout dans une perspective où on réclame que l'État mette la main, dans les sommes, Mhm. récoltées par les impôts. On n'est pas ici dans la subvention de programmes publics Pas du tout. au niveau de l'obligation de protéger. On est vraiment dans l'obligation de créer un cadre juridique qui régule l'intervention des tiers. J'aimerais ça t'entendre un peu plus particulièrement sur cet aspect. Oui, ben tout à fait. Puis ça, c'est à plusieurs niveaux, tu sais, dans le système alimentaire. Là, on parlait des épiceries au niveau de la distribution, mais même au niveau de la production, l'encadrement aussi, la protection des terres agricoles, tout aussi réglementé, justement, qui peut acheter des terres, comment ça se fait finalement, on se retrouve avec, encore là, très peu de personnes qui sont en mesure d'acheter les terres qui sont à vendre. Là, il y a très peu de relève agricole. Donc, des fois, dans la même famille, on a les enfants qui peuvent pas, tu sais, racheter la terre de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc, il y a des enjeux aussi à ce niveau-là. Donc, oui, tout à fait. Puis, je pense qu'effectivement, quand on pense au droit à l'alimentation, ce que j'entends souvent, c'est, ben là, c'est pas vrai que l'État va nourrir tout le monde à la cuillère. Là. Ben non, c'est tellement plus large que ça. Puis, effectivement, c'est aussi protéger le peu de pouvoir qu'on a, même en ce moment, sur notre système alimentaire. Puis, et je reviens au lien avec la souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de souveraineté ou d'autonomie alimentaire. Ça ne sera pas possible si on continue à avoir aussi peu de pouvoir sur nos systèmes alimentaires, puis si on a très peu de lois, puis de politiques, de règlements qui protègent ce pouvoir-là qu'on peut avoir sur notre territoire agricole, sur notre système alimentaire, puis sur notre manière qu'on a de nous nourrir. Fait que je pense que c'est important effectivement de rappeler ça. Puis l'idée tu sais, que l'État ne porte pas lui-même atteinte, je pense qu'en ce moment, on voit beaucoup de coupes dans le filet social en général, mais même aussi au niveau de la production agroalimentaire, ou du moins, des fois, si c'est pas des coupes, c'est une mauvaise protection des gens qui œuvrent dans ce système alimentaire-là, que ce soit au niveau des conditions de travail qui sont inadéquates, mais même aussi du soutien aux producteurs agricoles. Là, on a eu des annonces récentes de la part du gouvernement actuel pour justement alléger le fardeau qui pèse sur les producteurs. Mais je pense que c'est pas suffisant. Ça aussi, il faut s'attaquer à ça. Il faut soutenir nos producteurs d'ici parce que là, autant du côté des mangeurs, mangeuses, là, à l'autre bout du spectre, mais aussi au niveau de la production, des producteurs, productrices, tout le monde en arrache et est un peu au bout du rouleau. Donc, la santé mentale des producteurs, des productrices, ça va pas bien. Ils vivent d'énormes enjeux aussi face au changement climatique. Je pense qu'on les soutient pas assez là-dedans. Puis ça, ben, c'est le rôle de l'État, selon moi, de s'attaquer à ça. Puis là, on parle de l'État. C'est sûr qu'au Canada aussi, on pourra en reparler, mais il y a tout un enjeu aussi de gouvernance inter-niveau, palier, parce que l'alimentation, c'est du ressort de tout le monde et de personne. Donc, je pense qu'il faut aussi un meilleur alignement des politiques, des lois entre les différents paliers de gouvernement, là, du fédéral jusqu'au municipal, puis pour s'attaquer là, aux enjeux. Et si on rebondit sur, l'actualité, justement, la première ministre, Fréchette a annoncé il y a quelques jours là, une mesure, destinée à contribuer, à la mise en œuvre du droit à l'alimentation, puis elle vise notamment à,
retirer, la TVQ de certains produits alimentaires là qui sont, directement ciblés. Est-ce que, comment tu analyses cette annonce-là du point de vue du droit à l'alimentation? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est pas une mesure qui est structurante, là, donc peut-être que ça va alléger de quelques dollars parce qu'on parle de c'est très peu finalement de produits qui sont taxés et là, donc on en retire très peu de ce très peu. Je pensais notamment aux fruits et légumes coupés, des choses comme ça. Donc on peut pas être contre la tarte aux pommes, effectivement, mais je pense que il nous faut quand même, quelque chose de plus structurant puis surtout, il va falloir revisiter notre système entier. Je pense que le droit à l'alimentation emmène aussi cette vision intersectorielle-là qui est absente en ce moment. On ne pourra pas garantir le droit à l'alimentation en ne ciblant que des mesures qui touchent aux aliments comme tels. Il faut justement revoir toutes les dynamiques de pouvoir qu'il y a dans nos systèmes alimentaires. Ça demande de s'attaquer à l'ensemble des secteurs du système alimentaire, puis d'aller voir justement les fameuses composantes du droit à l'alimentation. Est-ce qu'on a des aliments disponibles? Là, pour l'instant, ça va bien, mais moi, je pense qu'avec les changements climatiques, on va frapper un mur aussi. Fait qu'il faut s'assurer aussi que nos terres agricoles, on a 2 du territoire québécois qui est exploité en agriculture en ce moment, sur un potentiel qui est quand même beaucoup plus élevé. On a 5 du territoire qui est protégé, donc zoné agricole. C'est minuscule. Donc, avec les changements climatiques, avec les monocultures qui appauvrissent les sols, je pense qu'au niveau de la disponibilité, on va avoir quand même quelques enjeux dans plusieurs années. Puis, c'est pas un avenir très lointain. Au niveau de l'accessibilité, là, je pense qu'on le voit très bien que le bas blesse. Là. Il y a de plus en plus de Québécois, Québécoises qui n'ont pas un accès économique aux aliments. On parle d'une personne sur 5, selon les statistiques de 2023. Je pense qu'avec les taux d'inflation qu'on a en ce moment, ça va être assez dramatique là, dans les statistiques plus récentes qui vont sortir. Au niveau de la durabilité, je pense qu'on est encore bien loin du but des objectifs. Nos pratiques agricoles sont pas durables, même si on s'améliore un peu. Puis au niveau de l'adéquation, euh, le simple fait de s'en remettre aux banques alimentaires pour nourrir les personnes qui n'ont pas accès économiquement aux aliments, ben on remplit définitivement pas cette composante-là. Donc, est-ce que c'est assez de détaxer quelques aliments? Définitivement pas. Il faut s'attaquer à l'ensemble des éléments. Il faut revoir le système alimentaire. Je pense que le milieu politique en ce moment n'est pas friand des chantiers d'envergure comme celui qui est nécessaire pour garantir le droit à l'alimentation. Puis d'autres droits par ailleurs. On fait la même chose avec le droit au logement. On dirait qu'on n'a pas de mesures structurantes. Je pense qu'on gagnerait à s'y attaquer parce que étant donné que les droits sont interreliés, c'est certain que si on en fait avancer un, effectivement, les autres vont en bénéficier aussi. J'ai l'impression on manque un peu de courage comme société, je ne sais pas. Là, je pense que ça commence de plus en plus à se discuter, mais du moins dans les rangs politiques. Là. Mais d'ailleurs, ce que tu relèves, le lien avec, par exemple, le droit au logement, on constate justement dans la société civile, dans la société en général et également, au sein même du gouvernement, on sent que l'idée d'un droit au logement, maintenant, existe véritablement. On n'a toujours pas d'ancrage explicite dans la Charte québécoise, mais il y a la Commission des droits de la personne a développé de nombreuses interprétations ancrées sur la base de l'article 45, qui est le droit à des mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent. Et donc, selon la Commission des droits, ce droit est suffisamment englobant pour inclure le droit au logement. Quant au droit à l'alimentation, par contre, je n'ai pas l'impression qu'on est encore rendu là. Je suis pas certaine que le concept même d'un droit à l'alimentation a véritablement pénétré les esprits et que, il y a des réflexes qui sont, généralement partagés au sein de la société et encore moins au sein du gouvernement pour, aborder les questions d'insécurité alimentaire sous le spectre du droit à l'alimentation. Donc, pour poursuivre sur cette idée, quel ancrage tu vois, toi, au moment où on se parle, dans la Charte québécoise, pour ce droit à l'alimentation? Mhm. Ben, ça serait définitivement à travers l'article 45 également, mais c'est vrai que ce droit-là a été beaucoup moins discuté, en tout cas dans la jurisprudence ou même au sein de la société ou au sein du gouvernement. Mais je sens vraiment que le vent tourne en ce moment.
à cause de la conjoncture économique, de la conjoncture politique, mais je suis quand même très attentive quand le mot est prononcé, le droit à l'alimentation, quand ces mots-là sont prononcés. Puis je les ai vus être davantage discutés là, au cours des derniers mois, des dernières années, mais plus particulièrement au cours des derniers mois. Fait que je pense qu'on est quand même dans un tournant. Puis c'est pas propre au Québec, ça se passe aussi ailleurs en Europe, en tout cas dans l'hémisphère nord. Puis ça, c'est la première fois que je le vois aussi à ce point-là. Tu sais, on a Genève en Suisse qui a reconnu le droit à l'alimentation. Donc ça, c'est quand même porteur parce que Genève, on peut se reconnaître. Tu sais, c'est un canton suisse, c'est à peu près l'échelle de la province. Donc, il y a quelque chose quand même de très porteur. Aux États-Unis aussi, on a l'État du Maine où ça s'est discuté. En France, ça se parle. Donc, je le sens aussi au Québec. Mais c'est vrai que comme terme, je pense qu'on s'entend sur le principe. Le principe est de plus en plus discuté. Ben oui, un droit à l'alimentation, ça fait du sens. Mais sur les modalités de sa mise en œuvre, ça se complexifie. Nous, on fait au regroupement des cuisines collectives du Québec, on fait beaucoup d'éducation populaire auprès de la population, auprès des autres organisations qui œuvrent en sécurité alimentaire. Puis aussi, ben, on fait beaucoup de plaidoyer politique. Donc, on essaie aussi d'ancrer ce discours-là de droit à l'alimentation. Mais la vision caritative, là, la charité est très, très tenace, particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire. Tu sais, les banques alimentaires se sont vraiment institutionnalisées là, au tournant des années 80. Puis ça, on le sent, c'est très difficile à changer, de changer cette mentalité-là là, de, ben, on n'a pas à faire quelque chose, les banques alimentaires s'en occupent. Fait que je pense que de marteler l'idée justement que le gouvernement a son rôle à jouer, qu'on a, puis aussi un élément qui est très, très intéressant pour l'alimentation, là, c'est que on a énormément d'initiatives sur le terrain. Puis c'est comme un couteau à double tranchant parce que justement, on se dit, ben, on va financer ces initiatives-là, puis elles vont encore là, soutenir, à l'instar des banques alimentaires, là, soutenir la sécurité alimentaire de leur communauté. Fait que je pense que ça aussi, autant c'est une force, autant que c'est une manière un peu de dépolitiser l'alimentation. Fait que je pense qu'il faut ramener aussi toujours l'idée de la responsabilité gouvernementale de garantir ce droit-là. Euh, on a quand même, bon, je pense qu'encore là, il y a quelques avancées. Tu sais, l'idée de parler d'épicerie publique, ça n'aurait pas été possible de même seulement en parler là, il y a quelques mois. Là, c'est rendu, bon, on en discute. Après ça, est-ce que les gens sont prêts, sont d'accord? C'est une autre question. Mais Mamdani, à New York, a ouvert la porte, a ouvert la voie à ce genre de discussion-là. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. Tout aussi les systèmes alimentaires alternatifs, donc les coopératives agricoles, on parle de fiducie d'utilité sociale agricole. C'est des mots qui n'existaient pas auparavant. Donc, il y a une manière aussi de réfléchir autrement le système alimentaire puis les marchés. Et ça nous amène aussi à questionner le rôle omniprésent des grandes entreprises agroalimentaires. Donc, je pense qu'on questionne, on remet beaucoup ça en cause aussi, ce pouvoir-là. Il y a aussi, bon, on parle de diversité des tactiques, là, mais il y a les Robins des ruelles qui ont quand même aussi fait bouger la fenêtre d'Overton, là, de qu'est-ce qui est possible de faire pour se sortir de de ce système-là économique qui est, en tout cas, bon, qui est dysfonctionnel à plusieurs égards. Fait que on parle beaucoup d'alimentation. Puis je pense que pour moi, ça me semble une brèche intéressante là, où s'infiltrer pour ancrer le discours du droit à l'alimentation. Fait qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais je pense que ça tend à changer. Puis j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais où il faut se saisir de cette opportunité-là. Et donc, justement, au sein même du regroupement des cuisines collectives, donc, on constate là, que vous vous êtes approprié ce discours ancré autour du droit à l'alimentation. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur la manière dont vous vous saisissez du droit à l'alimentation au sein du regroupement des cuisines collectives? Mhm. Ben, le regroupement travaille autour du droit à l'alimentation depuis plusieurs années, là, je pense depuis presque une dizaine d'années. Au début, il s'était vraiment tourné vers le concept d'autonomie alimentaire, mais pas autonomie à l'échelle du Québec, vraiment l'autonomie individuelle et collective là, des groupes de cuisine collective autour de l'alimentation, cette idée-là de reprendre du pouvoir, de pouvoir cuisiner ensemble, bon, de faire des économies aussi, mais c'était quand même cette idée d'autonomie-là qui était très, très importante.
Et là, de fil en aiguille, bon, les personnes, moi, je n'y étais pas à l'époque, j'étais sur les bancs de la faculté de droit, mais donc, je pense que le regroupement a comme fait des liens aussi avec la notion de droit à l'alimentation. Donc, il y avait ces principes-là aussi d'autonomisation, de redonner du pouvoir d'agir, de faire participer aussi les gens à à cette autonomisation-là, puis à cette reprise de contrôle sur leur alimentation. Et là, bon, ils ont travaillé sur le concept de droit à l'alimentation, avaient fait signer une pétition à l'époque aussi par les différentes organisations, par la société civile, avaient présenté ça au gouvernement. Mais je pense que la conjoncture était peut-être pas là. On parle de 2017 à peu près, je pense, dans ces années-là. Mais ils ont toujours continué de mobiliser les membres du regroupement autour de cette notion-là. Et là, au tournant de 2022, je crois, le RCCQ a vraiment décidé de déployer un projet dédié entièrement au droit à l'alimentation, au plaidoyer pour le droit à l'alimentation. Beaucoup dans l'optique, au départ, d'outiller ses membres pour en parler, pour le revendiquer. Et finalement, ben là, moi, je suis rentrée dans le portrait autour de ces années-là. On a vraiment déployé ça autour d'un objectif qui était plus précis. Donc, pas revendiquer le droit à l'alimentation là, de manière très large, mais dire, nous, on veut une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Donc là, on avait un objectif qui était plus concret. Mais après ça, il y a toute l'idée de démocratiser c'est quoi une loi cadre, parce que c'est pas évident à comprendre pour le commun des mortels. Qu'est-ce que c'est une fameuse loi cadre? Fait que là, au fil des mois, on a essayé vraiment on a continué à mobiliser nos membres autour de la notion de droit à l'alimentation, plus spécifiquement autour de la loi cadre, mais tout aussi autour des composantes, des principes. Donc, les fameux cadres Panthère autour du droit à l'alimentation. On en a parlé dans des ateliers, on a parlé à différentes organisations partenaires, je pense notamment à Équiterre, aux banques alimentaires aussi, des organismes comme la Cantine pour tous qui travaillent sur l'alimentation scolaire pour essayer de faire percoler cette notion-là dans les activités des gens qui œuvrent en sécurité alimentaire, mais même aussi au-delà, autour des systèmes alimentaires en général. Puis je pense qu'au fil des mois, on a vraiment réussi à commencer à semer cette graine-là du droit à l'alimentation. Et je peux dire, je me suis beaucoup promenée dans les dernières années pour donner ces fameux ateliers. Puis là, ben, avec toute la conjoncture politique, la crise aussi de la hausse du coût de la vie, il y a comme une magie qui s'est opérée là, pour le meilleur et pour le pire, parce que bon, les raisons pour lesquelles ça a marché, c'est un peu dramatique, mais quand même, beaucoup d'organisations se sont saisies de cette notion-là de droit à l'alimentation, puis ils ont vu un levier pour passer à un autre niveau. Donc, justement, de dire, OK, on revendique quelque chose de plus structurant. Ce qu'on fait jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. Fait que je pense que le droit à l'alimentation est apparu un peu comme une lumière dans cette noirceur-là de laquelle on n'arrive pas à se sortir. Et là, ben, cette année, donc en avril 2026 et dans les mois précédents pour préparer cet événement-là, on a tenu un sommet national sur le droit à l'alimentation. Puis toute la préparation pour ce sommet-là, on a fait une série de pré-sommets où on a rassemblé là, à peu près 150 organisations pour réfléchir à l'avenir qu'on souhaite pour nos systèmes alimentaires, en emmenant encore là tout le temps la notion de droit à l'alimentation qui devenait un peu le levier pour essayer de garantir toutes ces aspirations-là qu'on avait collectivement. Puis là, bon, toute cette route-là jusqu'au sommet, on a vraiment poursuivi la mobilisation, structuré la mobilisation. Et là, je vous dirais que dans l'écosystème agroalimentaire au Québec, ben, le droit à l'alimentation est vraiment mobilisé. Puis pas juste au niveau des organismes de sécurité alimentaire, mais même aussi au sein de l'UPA, on a entendu parler du droit à l'alimentation. Donc, on a vraiment le milieu aussi de la production agroalimentaire. Beaucoup de producteurs, des systèmes plus alternatifs qui revendiquent le droit à l'alimentation parce qu'ils ont compris que, justement, c'était pas juste de sortir de la crise d'insécurité alimentaire, mais c'est aussi structurer nos systèmes alimentaires, soutenir leur travail sur le terrain. Fait que je pense qu'à force de démocratiser ce droit-là, de l'expliquer, puis de pas y aller juste... on m'a souvent dit, bon, faut simplifier. Puis moi, je n'étais pas du même avis. Je pense au contraire qu'il faut outiller les gens à comprendre tout ce que ça implique parce que sinon, ben, le gouvernement va continuer à nous offrir des mesures qui ne sont pas substantielles. Donc, je pense que, en tout cas, le pari qu'on a fait, c'est vraiment de faire de l'éducation populaire autour du droit, de vraiment expliquer. Puis il faut répéter parce que c'est complexe, mais c'est pas parce que c'est complexe que les gens ne peuvent pas comprendre ultimement si on prend le temps de leur expliquer. Fait que je pense qu'on a fait ce travail-là. Puis là, on est en train de récolter les fruits de tout ça, que le droit à l'alimentation commence à être mieux compris, à être plus mobilisé.
Et là, ben, on a l'opportunité aussi d'avoir des élections qui s'en viennent. Fait que je pense que notre défi aussi, c'était que la société civile soit prête, qu'on prenne assez le droit à l'alimentation pour en faire quand même un enjeu. Je sais pas si on va être capable de se rendre à un enjeu de l'urne, mais du moins, en tout cas, qu'on en parle dans le cadre des élections puis des débats politiques qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines. C'est assez intéressant de voir, que la mobilisation autour d'un droit, ça fait écho à ce qu'on retrouve dans la littérature, a pour effet de décloisonner, a pour effet de fédérer, de manière peut-être comme tu l'évoques ici, de manière intersectorielle. Donc, même si les acteurs peuvent être, se retrouver dans différents endroits dans l'écosystème à travailler autour d'enjeux et de problématiques et de réalités complètement différentes. Le fait de mobiliser ce droit peut créer des liens entre toute cette diversité d'acteurs, donc je le soulève parce que, ça m'apparaît être comme une force structurante là, de la mobilisation d'un droit dans, la société. Tout à fait, parce que nous, auparavant, tu sais, jusqu'à très récemment, on n'arrivait pas à discuter nécessairement avec le milieu de la production agroalimentaire. Mais là, dans le cadre du sommet, on voulait rassembler, tu sais, d'avoir tout l'ensemble du système alimentaire autour d'une même table pour décider de l'avenir des systèmes alimentaires au Québec. Pour nous, c'était pas possible de parler droit à l'alimentation sans aller chercher ces personnes-là qui sont à la source, là, finalement, de notre sécurité alimentaire. Puis, encore là, c'était pas gagné d'avance parce que pour eux, le droit à l'alimentation, c'était très associé à, bon, mais lutter contre la faim. Fait que là, il a fallu faire du travail pour aller, on a démarché beaucoup, aller expliquer à ce secteur-là aussi qu'est-ce qui est, qu'il y en a pour eux aussi dans ce Mmh. droit-là. Mais une fois que c'est fait, les gens comprennent assez rapidement que le droit à l'alimentation, justement, ça s'attaque aussi aux enjeux dans le secteur de la production agroalimentaire. Puis maintenant, ben, ça fait partie aussi de leurs revendications. Puis là, bon, c'est tout nouveau comme lien, mais on sent que une fois que c'est défriché, comme réseau, ben maintenant, on ne peut plus faire sans. Puis je pense qu'ils sont définitivement impliqués dans cette démarche-là. Puis j'entendais, bon, il y a beaucoup de revendications qui vont être portées par le milieu agricole dans le cadre des élections. Puis le droit à l'alimentation en fait partie désormais, là. Donc, on siège aussi de plus en plus dans les mêmes instances. Je pense qu'on voit qu'on a tout intérêt à parler d'une voix commune parce que l'alimentation, ben, il faut que l'alimentation soit produite quelque part. Puis on a des joueurs qui sont très mal en point en ce moment dans ce secteur-là. Fait que je pense que de rattacher les mangeurs-mangeuses aux producteurs, productrices aussi, ça fait, ben, c'est ce qui a permis au droit à l'alimentation d'avancer aussi dans les gouvernements où ça a été gagnant. Je pense notamment à la Suisse. Il y a vraiment eu une union de la production et des mangeurs-mangeuses. C'est cette union-là qui a fait en sorte que le droit à l'alimentation a fait une percée. Fait que je pense qu'on a commencé à tisser ces liens-là. Il faut les entretenir, il faut les élargir aussi. Parce que ce qu'on entend, tu sais, des fois, il y a tout le temps la logique de marché aussi, tu sais, qui entre en ligne de compte. Fait qu'il y a des inquiétudes aussi de la part des producteurs, des productrices. On n'est pas toujours on parle pas toujours de petits producteurs alternatifs. Il faut aussi rassurer les plus gros producteurs qui font vivre plusieurs régions du Québec. Fait que je pense qu'il faut aussi les rassurer que le droit à l'alimentation ne va pas nécessairement à l'encontre de leurs intérêts. C'est juste, tout est question d'équilibre aussi dans les droits humains. Puis je pense qu'il y a ça d'intéressant, c'est qu'au final, on rayera personne de la carte. Je pense qu'il faut juste apprendre aussi à se parler, puis à travers l'outil du droit à l'alimentation, ça permet d'équilibrer les forces puis d'avoir des dialogues constructifs puis de faire système autour de notre objectif de nourrir notre monde, nourrir le Québec, finalement. Et donc, cette mobilisation dont tu parles, qui a culminé avec, le sommet là, qui s'est déroulé, récemment, en avril, Oui, si je me 14 au 16 avril 14 au 16 2026. Oui, avril à Sherbrooke. exactement. Donc ce sommet, a mobilisé cette diversité d'acteurs que tu décris, pour, porter, une loi cadre, hein. Tu as dit tout à l'heure que, votre objectif, c'était justement d'informer en fait, les gens sur le terrain de ce qu'est une loi cadre et en quoi cette loi cadre peut, être un vecteur d'effectivité du droit à l'alimentation.
Donc, pourrais-tu, nous parler un peu plus de cette loi? À quoi elle correspond? Comment est-ce que vous avez travaillé pour élaborer cette loi cadre? Ben, heureusement, le travail a été, bien défriché avant qu'on se penche sur la question. Il y a Mmh. l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, donc la FAO, qui a, travaillé là, depuis, mon Dieu, des dizaines d'années, là, ce concept-là de loi cadre, puis a même créé des modèles, donc c'est pratiquement un clé en main, là, cette loi-là. Puis c'est surtout, mis de l'avant comme un moyen privilégié de garantir le droit à l'alimentation au sein d'un gouvernement. Puis ça peut être mise en œuvre à différentes échelles. Donc, nous, on s'en est saisi à l'échelle provinciale parce qu'au Québec, il y a quand même plusieurs leviers là, qui touchent à l'alimentation, beaucoup plus qu'au fédéral au final. Et qu'est-ce que c'est une loi cadre? En fait, c'est une loi qui est euh, bon, qui mise beaucoup sur des grands principes. On n'est pas dans le fin détail, là, donc, ce qui est le propre d'une loi cadre, mais qui viendrait asseoir le droit à l'alimentation dans notre système juridique. Parce que, bon, on peut parler de l'article 45 de la loi, mais de la Charte québécoise, pardon, mais le droit à l'alimentation n'est pas explicitement nommé. Puis on a vu que la jurisprudence actuellement, ben, en tout cas, ne l'inclut pas dans son interprétation, là, du moins pas clairement. Donc, la loi cadre, ça pourrait devenir ce vaisseau-là où on pourrait inscrire explicitement le droit à l'alimentation dans notre système juridique. Puis là, bon, on vient nommer le droit, expliquer c'est quoi ses principes, les impératifs, les responsabilités gouvernementales, l'ampleur aussi de ce que ça touche. Je pense que c'est là où la loi cadre devient vraiment structurante. C'est que c'est pas une loi qui a vocation à s'inscrire dans un seul ministère, mais c'est une loi qui va venir encadrer l'ensemble des ministères qui touchent de près ou de loin à l'alimentation. Je pense qu'ils y sont presque tous parce que l'alimentation, ça touche à l'économie, à la santé, à l'éducation. Donc oui, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais pas que. Et je pense que c'est là où ça devient très intéressant dans un gouvernement comme le gouvernement québécois et bien d'autres où on pense beaucoup en silo et l'alimentation, ça ne lui sert pas, en fait, d'être abordé en silo parce que c'est justement, c'est tellement plus que l'agriculture et l'alimentation. C'est vraiment beaucoup de choses. Et la loi cadre aussi, ben, viendrait instituer différents mécanismes pour assurer sa mise en œuvre. Je pense notamment à une agence sur le droit à l'alimentation, par exemple, une agence interministérielle, mais aussi une agence ouverte à la participation de la société civile, donc des acteurs des différents secteurs du système alimentaire. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne voit pas en ce moment. Donc, oui, on a des lobbies qui ont quand même un accès direct au gouvernement pour faire valoir leurs points, mais la société civile est très peu entendue dans les réflexions autour du système alimentaire. On a quand même des consultations, là, je pense notamment à la politique bioalimentaire. On entend quelques intervenants, mais on ne parle pas d'une mesure qui est très participative ou du moins qui permet réellement à toutes les voix d'être entendues puis d'être intégrées dans la vision qu'on a pour nos systèmes alimentaires. On aurait aussi dans la loi cadre bon, les mécanismes de plainte, de suivi, une espèce de vigie aussi de l'état du droit à l'alimentation. Je pense qu'on n'a pas, mis à part les statistiques là, pour calculer les taux d'insécurité alimentaire, on n'a pas une bonne une idée très claire de l'état de nos systèmes alimentaires. Et surtout, on n'a peut-être pas une idée très claire de tout le potentiel de notre territoire nourricier. Je pense notamment aussi à tout ce qui se passe. Là, je parlais récemment à quelqu'un qui habite en Gaspésie, puis tout le potentiel aussi de nos ressources maritimes qui sont très peu accessibles finalement aux populations qui habitent près du fleuve. Donc, il y a des enjeux aussi à ce niveau-là. Je pense qu'il faut réfléchir à notre système alimentaire. Donc, la loi cadre permettrait ceci. Et la loi cadre aussi, ben, on insérerait à l'intérieur une modification de l'article 45 de la Charte québécoise, donc pour intégrer le droit à l'alimentation de manière plus explicite, pour avoir aussi ce double ancrage-là, qui, je pense, pourrait faire changer les choses. Ben, ça serait, en tout cas, ça serait très intéressant de voir ces lois-là être mises en œuvre puis peut-être être plaidées éventuellement. Là. Ben, ouais. C'est certainement, une valeur ajoutée de venir modifier la Charte québécoise pour intégrer ce droit à l'alimentation. Quand on réfléchit aux lois cadres, aux lois programmatiques, on peut avoir en tête, comme, comparaison la loi sur la lutte contre la pauvreté au Québec. Heu, et puis bon, quand on s'intéresse, par exemple, au régime d'aide sociale, on peut être critique, en fait, sur les effets qui ont, découlé de l'adoption de cette loi. Puis, ça n'a pas apporté non plus,
une véritable prise en compte des enjeux de pauvreté sous l'angle des droits de la personne puis des droits humains. Heu, donc, je ne sais pas si vous avez pris en considération cet élément dans votre démarche et comment est-ce que, vous répondez, à cette, à cette à cette lacune en quelque sorte là qu'on peut, relever? Ouais. Ben oui, on y a réfléchi, puis on s'est souvent fait demander cette question-là. Je pense aussi que la loi pour lutter, contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a été, quand même assez édentée en cours de processus. Donc je pense qu'au départ, la loi avait beaucoup plus de mordant, mais bon, au final, l'obligation qui est restée, c'est celle d'adopter un plan d'action pour lutter contre la pauvreté. Et bon, le gouvernement, respecte cet engagement-là avec souvent avec, du retard, mais le fait tout de même. Puis ça, je pense que c'est un élément aussi qu'on ne voudra à tout prix pas laisser partir de notre éventuelle loi cadre sur le droit à l'alimentation. L'idée que l'obligation, c'est de garantir progressivement le droit à l'alimentation et non pas d'adopter un plan d'action. Donc oui, il va y avoir un plan d'action pour la mise en œuvre plus concrète de la loi cadre, mais l'obligation qu'on souhaite y intégrer, puis son étient mordicus, c'est vraiment celle d'avancer progressivement vers le droit à l'alimentation. Fait que je pense que ça serait la différence si on y arrive, hein, parce qu'on sait que c'est ça, c'est pas facile les gouvernements sont quand même vigilants et ne veulent pas se faire imposer ce genre d'obligation-là, mais d'où l'intérêt aussi, puis la manière dont on travaille le droit à l'alimentation. C'est pour ça qu'on veut vraiment expliquer en détail aux gens ce que c'est une loi cadre, puis cette nuance-là et l'importance que certains éléments s'y retrouvent pour que la société civile soit derrière nous quand viendra le temps de défendre le projet de loi tel qu'on le souhaite, ben, qu'on ne laisse pas partir des morceaux, qu'on ne soit pas forcé de laisser partir des morceaux comme celui-là. Je pense que, au-delà de ça, je trouve, malgré ses lacunes, la loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à l'époque où elle a été adoptée, elle a quand même suscité des discussions très intéressantes qui ont perduré. Bon, le collectif pour un Québec sans pauvreté qui en est né aussi. Fait que je pense que ça a quand même eu du bon. Mais effectivement, au niveau juridique, c'est ça, ça a perdu des plumes en cours de route. Fait que je pense qu'on va être vigilant pour ne pas qu'un projet de loi cadre sur le droit à l'alimentation subisse le même sort. Mais on a aussi l'intérêt ben, ou du moins l'avantage d'avoir la FAO qui a justement structuré, mis en exergue tous les éléments qui doivent absolument se retrouver dans une loi cadre. On a aussi des exemples de lois qui ont été mises en œuvre ailleurs. Je pense notamment au Brésil ou en Colombie. Puis là, la Suisse qui est en train de réfléchir, ben pas la Suisse, le canton de Genève qui est en train de réfléchir à sa loi cadre. Fait qu'on a aussi des exemples d'ailleurs pour venir alimenter aussi nos débats puis nos réflexions autour de ça. Est-ce que cette loi cadre, élaborée par la FAO a été pensée comme une loi de mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à ta connaissance? C'est une bonne question. Je ne sais pas si on réfléchit aussi largement, mais définitivement dans les lois cadres que j'ai lues puis dans les modèles, il y a quand même des mesures beaucoup plus structurantes que simplement tu sais, ça porte pas juste sur le droit à l'alimentation, mais ça parle de logement, ça parle de dignité, d'égalité. Donc, je sais pas si ça a été réfléchi comme ça ou formulé comme ça, mais clairement que c'est une voie de garantie de plusieurs droits là, en une seule loi qui porte sur le droit à l'alimentation. Et quelle serait la valeur ajoutée, selon toi, justement, d'ajouter cette reconnaissance d'un droit à l'alimentation dans la Charte québécoise? Ben, ça nous donne un levier, juridique de plus, puis ça nous donne, une base pour plaider, en cas de violation, ça c'est certain, là. C'est sûr que ça, c'est moins vendeur quand on quand on parle au milieu politique puis qu'on dit: «Ben, on aurait enfin une voie pour amener ça devant les tribunaux», mais quand même, ça reste que c'est ça, c'est un levier juridique, un levier législatif de plus. Puis je pense que, bon, avec la valeur de la charte aussi, ça ça a un poids tout particulier d'avoir un droit qui est reconnu dans la Charte québécoise, même si c'est dans une section qui, on le sait, n'a pas valeur supralégislative, reste que c'est un document quand même qui a une aura, particulière. Mais je pense que la loi cadre aussi, avec les 2 mesures, là, on serait, particulièrement blindés. Donc on a une loi cadre qui va plus dans la substance, puis on a le levier de la charte aussi qui vient appuyer tout ça. Puis après, je pense que dans d'autres pays, je pense notamment en Inde, tu sais, le droit à l'alimentation, finalement, a été reconnu à travers la Constitution sans même qu'il soit nommé. C'est à travers le droit à la vie. Donc, est-ce que le fait d'avoir le droit à l'alimentation nommé dans la charte, dans un autre chapitre, mais je pense que ça viendrait peut-être nourrir ce potentiel changement de jurisprudence-là pour venir dire, ben le droit à la vie, finalement, doit être
lu à l'aune des autres droits qui sont garantis dans la Charte. Fait que je pense que ça aussi, ça peut être une avenue, du moins, pour pousser la reconnaissance du droit à l'alimentation. Où en êtes-vous, justement avec la mobilisation autour de cette loi cadre, à quelques mois, des élections? Oui, ben le sommet a vraiment galvanisé beaucoup de gens, là. On est à un peu plus d'un mois, post-événement, puis on le sent encore, là. Donc, on va essayer de garder cette mobilisation-là vivante. Après ça, bon, là, il va y avoir les vacances d'été, les gens vont oublier un peu, je pense, les gros enjeux de société, mais on les attend au retour des vacances en septembre. On va faire aussi notre campagne autour de l'alimentation, mais du droit à l'alimentation aussi. On travaille beaucoup aussi avec des partenaires. Donc, je pense notamment au Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux, le Forum SAT, qui est en train de devenir l'Alliance SAT pour justement démontrer cette idée-là qu'on travaille ensemble. Bon, il y a Équiterre, il y a Vive en ville aussi qui travaille sur les communautés nourricières partout au Québec. On se rassemble pour faire parler de l'alimentation et du droit à l'alimentation dans le cadre des élections. On travaille aussi encore là avec bon, l'Union des producteurs agricoles qui a une coalition, là, Nourrir l'humanité durablement, donc qui rassemble beaucoup de producteurs, mais aussi bon, le milieu de la transformation. On essaie vraiment de joindre nos forces pour parler d'une voix unie dans le cadre des élections. Puis je pense que c'est ça qui va faire changer la donne. On n'avait pas l'habitude de faire ça auparavant. Là. Je pense que le droit à l'alimentation a aussi cette capacité-là de fédérer beaucoup de gens puis de rassembler différents secteurs. Fait que je pense qu'on va miser là-dessus, de dire, ben si on veut penser à l'avenir du Québec, ça ne peut pas se faire sans avoir un souci pour l'idée de nourrir nos communautés, de aussi bon, de faire vivre nos territoires parce que l'alimentation, on a beau parler d'agriculture urbaine, c'est important, mais finalement, c'est les territoires, c'est les régions qui nourrissent les grands centres. Fait que je pense aussi que ça va chercher la vitalité du territoire québécois. C'est hyper important. Surtout, bon, dans le contexte actuel où il y a beaucoup de régions qui, finalement, bon, on parle de dévitalisation, c'est très important. Je pense qu'on va se réunir autour oui, de l'alimentation, mais montrer aussi à quel point l'alimentation est au centre de tout. Je pense que c'est ça ça va être ça notre ligne de com pour les élections, de dire on peut pas ne pas parler d'alimentation. Puis, il faut se sortir encore là bon, de l'insécurité alimentaire, puis de trouver des mesures très ponctuelles ou en tout cas très sectorielles. Je pense que pour lutter contre l'insécurité alimentaire de manière durable, ben, il faut prendre un pas de recul puis regarder notre système alimentaire. Fait qu'on va vraiment travailler là-dessus. On va poursuivre la mobilisation, poursuivre l'éducation populaire, peut-être plus auprès du grand public cette fois-ci, parce que, bon, on veut aussi que les électeurs, les électrices comprennent l'importance d'utiliser le terme droit à l'alimentation. Fait qu'on va se promener dans les différentes régions là, dans le cadre de cette campagne-là, faire des débats avec les candidats, candidates locaux dans les différentes circonscriptions autour de l'alimentation. L'idée, c'est d'en parler puis d'en faire que ça devienne un sujet de l'heure, mais qu'on contrôle aussi le narratif parce qu'on voit que sinon, ça s'en va dans des directions qu'on aime moins. Et justement, à quelques semaines, quelques mois des élections, il y a le Parti Québec solidaire qui vient de déposer un projet de loi sur le droit à l'alimentation. Alors, bon, j'imagine que c'est pas étranger à la démarche, que vous avez, portée. Est-ce que tu sais si, ce projet de loi, est sensiblement le même que celui qui a été, élaboré dans la loi cadre? Est-ce qu'il englobe toujours cette modification à la Charte québécoise? Bien, fort heureusement, le projet de loi qui a été déposé englobe, oui, il propose une modification, ben, en fait, l'ajout du droit à l'alimentation à l'article 45 de la Charte québécoise. Donc, ça, on s'en réjouit. On se réjouit aussi de voir que le droit à l'alimentation a enfin trouvé un écho à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est très intéressant. C'est une percée qui est pas négligeable. Bon, après, est-ce que c'est le projet de loi cadre qu'on attend? Pas vraiment. Il y a quelques éléments intéressants. Bon, Étienne Grandmont, qui est le député qui l'a déposé, un député, ben, le député de Tachereau, justement, à Québec, était là au sommet. Il a entendu donc la mobilisation. Il a observé la mobilisation autour du droit à l'alimentation. Je pense qu'il a vu quelque chose de très porteur. Donc, nous, on est quand même très enthousiastes de voir que le droit à l'alimentation est discuté dans
dans l'arène politique, mais c'est sûr qu'on reste encore sur notre faim. Je pense que c'est le début de quelque chose. J'ai l'impression qu'on va pouvoir continuer ce travail-là aussi avec la prochaine législature. Mais je parlais de fenêtre d'Overton un peu plus tôt. Je pense que ça fait encore là bouger la fenêtre d'Overton. Ça fait parler du droit à l'alimentation. Donc, pour ça, on est ravis, mais j'ai bon espoir qu'on pourra améliorer la substance de ce projet de loi-là pour en faire vraiment un projet de loi cadre comme on le souhaite et comme la mobilisation a montré qu'elle réclamait là, au cours des derniers mois. C'est intéressant de voir en tout cas qu'il y a à tout le moins une place maintenant dans l'espace politique pour parler de droit à l'alimentation, de loi cadre et d'ancrage dans la charte québécoise. Donc, bien sûr, on va suivre les travaux du regroupement des cuisines collectives avec grand intérêt et toute cette mobilisation qui est fort impressionnante autour de cette notion de droit à l'alimentation. Alors, merci, Jessica Dufresne, pour ta présence et pour ces mines d'informations que tu nous as transmises. Merci beaucoup. C'était fort intéressant de t'écouter. C'était IDES, le balado des idées sur les droits économiques et sociaux de Comrade, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux. Ce balado s'inscrit dans la programmation de recherche de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.